Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui sur ce plateau, de l'intelligence et encore de l'intelligence. Certes, la semaine fut longue, mais ils ne connaissent pas la fatigue. Je vous présente mes complices. Pierre Jacquemin, bonjour, rédacteur en chef du journal Politis. Cette semaine en une de la culture, on va le voir à l'écran avec la réalisatrice Alice Diop. Astrid de Vilaine est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Chef du service politique du HuffPost. Je renvoie à votre dernier livre, Les 7 péchés capitaux de la gauche. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Marie-Virginie Klein, bonjour. Bonjour. C'est une première. Ravie de vous avoir sur ce plateau. Conseillère en communication, présidente fondatrice de l'agence Iconique. Vous avez publié Femmes dirigeantes, comment elles ont osé. C'est chez Plomb. Et le redoutable Jean-Luc est avec nous aujourd'hui. Jean-Luc Manot, bonjour. Bonjour. Conseiller en communication, fondateur du cabinet Only Conseil. Dans cette émission, on se demandera pourquoi tant de haine, les amis. Oui, pourquoi la rivalité continue entre Paris et la province. On l'a encore vu cette semaine au congrès annuel des maires. Foin de haine, la France insoumise, elle, a choisi l'amour inconditionnel à l'égard d'Adrien Quatennens, malgré les accusations de violence conjugale. Est-ce vraiment tenable comme position, vous nous le direz. Et puis, on parlera de la Coupe du Monde, des polémiques et du nouveau progressisme de Marine Le Pen. Mais d'abord... La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Cette question, Emmanuel Macron est-il vraiment le président des riches? Une étude de l'INSEE publiée cette semaine montre en tout cas que les réformes fiscales mises en place ces dernières années ont bien profité aux plus aisés. Un chiffre pour l'illustrer, le niveau de vie des plus riches aurait progressé de 420 € par an en moyenne sous Emmanuel Macron. Mais le gouvernement, lui, préfère relativiser. Écoutez. C'est une étude qui ne tient pas compte de ce qui a été dépensé pendant le Covid, qui très majoritairement est allée vers les Français les moins aisés, que ce soit en matière d'aide exceptionnelle, en matière de chômage partiel et toutes ces dépenses-là, qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'inflation, on a quand même des mesures qui bénéficient à tous les Français. Par définition, ça n'est pas regardé dans l'étude, puisqu'elle ne regarde que les impôts. Jean-Luc, quoi qu'il fasse, Emmanuel Macron traîne cette image de président des riches. Oui, c'est le début du mandat, c'est la décision mal expliquée de supprimer l'impôt sur la fortune. Et donc, depuis ce moment-là, ça a été une accusation auquel, d'ailleurs, il n'a jamais lui-même répondu. Moi, je trouve que c'est une accusation injuste. Il y a un truc qui est sûr, il n'est pas le président des pauvres. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens les plus pauvres ne bénéficient pas fondamentalement des politiques publiques structurelles. Sur le moment du Covid et sur les crises, oui, il y a eu une politique keynésienne, la seule aussi massive en Europe, donc ça a joué. Mais donc je trouve que c'est surtout le président... plutôt que des riches, parce que ça c'est un peu... Et c'est exagéré quand on regarde là sur les gens qui bénéficient. En France, ça dépend de ce qu'on appelle les riches. La masse qui bénéficie, c'est les gens qui ont entre 2 000 et 4 000 euros par foyer. C'est les classes moyennes. C'est les classes moyennes, c'est pas des gens qu'on peut... Donc le mot riche est abusif. En revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est la France qui va bien, qui bénéficie de Macron. C'est-à-dire cette France qui a un travail stable, qui a un certain niveau de diplôme, qui est dans le haut des couches moyennes. Et c'est vrai qu'il y a cette différence-là. Et puis, il y a une autre chose, c'est que le pays, de mon point de vue, souffre de ne pas régler la question, parler comme un vieux marxiste, mais du rapport entre le capital et le travail. Et ça, c'est indiscutable. C'est une bombe absolue dans nos sociétés de voir qu'il n'y a pas la même rémunération pour le capital au détriment du travail. Jean-Luc Gardezan pour tout à l'heure, parce qu'on a un duel sur ce plateau. Sur ce plateau, il y a deux invités qui ne sont pas du tout d'accord sur cette question, à savoir si Macron est ou non le président des riches. D'un côté, il y a Pierre et de l'autre, Marie-Virginie. Pierre, vous connaissez le principe, vous avez 45 secondes, vous allez nous expliquer pourquoi, oui, selon vous, Emmanuel Macron, c'est bien le président des riches. Oui, longtemps je me suis interrogé sur ce qu'était le macronisme. Je pense que d'ailleurs les historiens auront à expliquer ce qu'est ou ce qu'a été le macronisme. Mais je pense que précisément le macronisme est une forme de pensée en faveur justement du monde des puissants et des riches. Emmanuel Macron, il a forcément en tête cette histoire de ruissellement. Il a théorisé le ruissellement. Donc ça veut dire c'est donner plus à ceux qui ont plus en espérant et sans jamais contraindre d'ailleurs les puissants à ruisseler et donc à augmenter les salaires et à faire en sorte que la répartition, en tout cas la répartition des richesses se fasse. Donc oui, Emmanuel Macron favorise les riches, sa politique favorise les riches, mais c'est pas que lui. D'ailleurs tous les quinquennats précédents, François Hollande, le pacte de compétitivité, etc. ont
j'entendais, vous avez passé l'extrait de Gabriel Attal qui expliquait que les salaires avaient été préservés, le chômage était présent pendant la crise du Covid. Oui, certes, ça a été maintenu, mais à qui a-t-il donné de l'argent, à qui a-t-il aidé? Ce sont les entreprises, ce sont les grands patrons. Donc, et c'est eux qui en ont... c'est terminé. Oui, c'est terminé. Plus la main. Marie-Virginie, expliquez-nous pourquoi. Non, Macron, c'est pas le président des riches, c'est le président du travail, c'est ça, hein? C'est le président des entrepreneurs, le président des entreprises, les présidents de la France qui travaille, le président de la France qui se prend en main. Macron, c'est le chômage partiel pendant la crise du Covid pour que les salariés puissent gagner leur niveau de vie. Macron, c'est les aides aux entreprises pour que les entrepreneurs puissent continuer à créer de l'emploi. Macron, c'est cette aide au carburant pour que la crise énergétique qu'on connaît puisse bénéficier à tous, et notamment à ceux qui travaillent et qui vont au travail en voiture. Macron, c'est la prime Macron pour que l'entreprise créée, pour que la valeur créée par les entreprises la partage avec les salariés. Donc Macron, c'est le président, certes, des classes supérieures, mais ce n'est pas le président des riches. Bon, moi, je suis allée plus vite. Bravo. Oui, vous pouvez peut-être vous présenter à la présidentielle. Je connais un président qui a fait la même chose, même allitération. C'est à vous. Macron, c'est quoi, Astrid? Je crois que Macron, ce qui lui manque fondamentalement en politique, c'est de ne pas avoir été maire. Et donc, de ne pas savoir ce que c'est, en fait, un Français, entre guillemets, moyen. Il n'y a aucun mépris dans ma bouche quand je dis ça. Il vit dans un entre-soi de gens qui vont très bien, de gens qui passent des cabinets de conseil à la haute administration, de ministres qui eux-mêmes ne savent pas très bien en fait ce que c'est que de galérer. Quand on voit la file encore aujourd'hui dans les banques alimentaires des étudiants qui n'arrivent pas à manger, évidemment que c'est le président des riches. Et c'est ce qui lui colle à la peau, d'ailleurs, depuis le début de ce mandat. Ensuite, moi, ça ne me dérange pas qu'il aide les entreprises si on va dans une perspective de transition énergétique, par exemple. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc là, on est en train de perpétuer un système. En effet, on est comme à l'ancienne, en fait. C'est-à-dire un peu comme dans les années 70. Alors oui, on veut aller au plein emploi. Oui, on veut qu'il y ait moins de chômage, etc. Mais en réalité, si c'est pour reproduire les mêmes erreurs d'un pays très industrialisé qui est en train de détruire la planète, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je vais vous montrer cette étude qui a été publiée cette semaine et qui montre que la rémunération des patrons du CAC 40 a bondi de 52% en 2021, rémunération qui a atteint 7,9 millions d'euros en moyenne l'an dernier. C'est choquant, Jean-Luc, quand on voit ça, dans le contexte actuel. Oui, bien sûr que c'est choquant, mais c'est ce que je disais, c'est le rapport. Que des gens gagnent énormément d'argent, moi, mon souci, c'est pas qu'il y ait plus de riches, c'est qu'il y ait plus de pauvres. Et donc, la question, c'est la répartition dans une entreprise. Je m'en fous. La Vulgate qui est, oh là là, il gagne 6 millions, 12 millions. Honnêtement, je m'en moque. Je trouve que c'est indécent, que c'est inutile, etc. Mais au fond, je m'en moque. Ce qui m'ennuie, c'est quand on est en dessous du SMIC ou qu'on a le SMIC. Ça c'est pas, pas acceptable. Emmanuel pour Macron vivre. a joué un rôle dans cette explosion des revenus des patrons. Si on prend le bilan de Macron, je disais tout à l'heure, pas assez d'aide et de soutien aux plus faibles, même si conjoncturellement, dans la crise, il l'a fait. Deuxièmement, il y a un succès dans le domaine de l'emploi. Et la première inégalité, c'est de ne pas avoir de travail. Ça compte quand même quand on regarde le bilan d'un gouvernement. Passer de 10 à 11% de chômeurs à un palier autour de 5, c'est quand même un succès considérable. Et dans la vie des gens, à la fois dans le pouvoir d'achat et dans la dignité, avoir un travail, on ne peut pas le passer juste avec le mot d'ordre, c'est le président des riches. En revanche, s'attaquer structurellement à la question du rapport entre, encore une fois, la rémunération du capital, la rémunération du travail, ça n'est pas fait. Il y a une tentative, c'est avec cette idée de dividende salarial ou dividende salarié, qui est une voie, une piste qui me paraît... On en parle beaucoup, mais en attendant, c'est pas fait. C'est pas fait, comme pas mal de choses, on en parle et on les fait pas. Mais ça, c'est une piste qui est une piste assez intéressante pour pour avancer sur le règlement de cette question. Astrid, est-ce qu'Emmanuel Macron a joué un rôle dans ces chiffres qu'on vient de voir, l'explosion des salaires des grands patrons? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas, à Bercy, taxer plus les entreprises et les grands patrons. Donc, en un sens, oui, il ne va pas aller chercher cet argent-là qui pourrait être une manne. En revanche, moi, je crois que c'est aussi, surtout, les écarts de salaire qui sont très choquants pour les Français. Et je prends un seul exemple, c'est les fonctionnaires de ce pays, les soignantes ou les soignants, les professeurs
qui ont un salaire extrêmement bas pour débuter. Et là, on est en train de s'éloigner très gravement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui disait qu'il fallait que la rémunération soit en fonction de notre utilité sociale. Et on l'a vu pendant la crise du Covid. J'ajoute un dernier mot. En effet, il y a eu, c'était presque ironique de la part d'Emmanuel Macron, qui était quand même assez libéral en 2017, de devenir keynésien en 2020 pendant la crise. Et je pense que ça a été extrêmement utile. En revanche, il n'a pas fait de distinguo entre les petits restaurateurs, par exemple, qui avaient besoin d'aide, et les très, très, très grandes entreprises dont il est proche, qu'il a aidé de la même façon, à tel point que certaines entreprises de luxe lui ont rendu l'argent en disant « Vous êtes très gentil, Monsieur le Président, nous n'avons pas besoin de vos aides ». Donc c'est ça, moi, que je reprocherais peut-être un petit peu, c'est de oublier ceux qui sont tout en bas. Marie-Virginie. Je pense qu'il faut aussi oublier l'année 2021, qui était une année complètement exceptionnelle, y compris sur les marchés financiers, et le plus 52%, c'est pas du tout une décision qui a été prise, c'était un effet mécanique. Donc c'est vraiment exceptionnel, et tout le monde dit qu'il va y avoir un retour à la normale en 2022-2023. Moi, je rejoins ce que Jean-Luc Manot a dit. Ce qui n'est pas normal, c'est que la richesse soit pas partagée, que la valeur créée par les salariés d'une entreprise soit perçue par les dirigeants et non pas par les salariés qui sont clairement à l'origine. Et je trouve que dans ce cadre-là, là où il faut qu'on évolue, c'est pas sur l'augmentation du salaire, c'est justement indexer au salaire des dispositifs de primes, des dispositifs d'actionnariat pour les salariés. Donc des bonus, ça, pas des vraiment. bonus. Il y en a qui parlent de plafonnement des revenus, etc. Pour vous, c'est pas question. Les salariés, on a toujours tendance à vouloir son salaire qui augmente à la fin du mois parce que c'est stable, etc. Mais ça, les entreprises vont avoir énormément de mal à le faire parce que c'est des coûts vraiment énormes pour elles. En revanche, redistribuer la valeur quand elle est créée, en créant une règle, oui, ça, elle peut le faire. Et ce que je regrette un peu dans la prime Macron, c'est que c'est certes un dispositif incitatif, mais il n'y a aucune notion d'obligation. Donc chacun fera ce qu'il peut. Il y a des entrepreneurs qui le feront et d'autres qui ne le feront pas. Pierre, beaucoup à gauche disent voilà, il faut plafonner les revenus, notamment l'inégalité entre les hauts salaires et les petits salaires, mais c'est des entreprises privées, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut refaire de la politique, c'est-à-dire que c'est précisément ce qui vient d'être dit, c'est pourquoi Emmanuel Macron le taxe d'être le président des riches, c'est que quand il s'agit d'aider les entreprises, on fait des projets de loi, on décide qu'on va donner de l'argent, on fait le pacte de compétitivité, on fait le quoi qu'il en coûte et on aide très concrètement les entreprises avec des aides financières très conséquentes et notamment très conséquentes pour les entreprises les plus cotées, jusqu'à les plus cotées en bourse. Et quand il s'agit d'aider les Français, là, il n'y a pas véritablement d'aide au pouvoir d'achat, ou alors on entend le ministre des Finances ou le ministre de l'Économie dire attention, les patrons, il faudrait augmenter vos salariés aujourd'hui. Mais il n'y a pas plus que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'intention que la parole du ministre qui incite à une augmentation des salaires. S'ils faisaient de la politique et qu'ils avaient véritablement envie de contraindre les chefs d'entreprise à les contraindre sur les questions environnementales, sur les contraintes sociales, si vous voulez les contraindre sur la question des salaires, mais ils convoqueraient tout le monde, ils feraient un Grenelle des salaires et ils diraient allez, on se met autour de la table et on décide d'une augmentation. C'est un problème de volonté politique. Mais bien sûr, mais c'est pas qu'une question de volonté politique, c'est aussi une question d'orientation politique. Je parlais tout à l'heure, je m'interrogeais sur c'est quoi le macronisme. Le macronisme est un néolibéralisme. C'est quoi le néolibéralisme? C'est la mise à disposition des moyens de l'État au service des puissants. Et certainement ça, pas. C'est Emmanuel qui le dit, donc tout va bien, il vient de confirmer ce que je viens de dire. C'est ça, en fait, le macronisme. C'est pas tant moins d'État, comme on pourrait le penser, c'est toujours plus d'État, mais pas au service des Français, pas au service de l'intérêt général, au service des puissants. Il y a quand même un sacré, en ce moment, on peut dire sur le pouvoir d'achat, un sacré bouclier tarifaire qui fait que les Français ne payent pas autant leur énergie. Quand on voit par exemple les factures d'électricité et de gaz en Angleterre, je trouve que malgré tout, on peut redonner ça quand même à Astrid, sans doute, mais on peut pas dire que les Français aient gagné en pouvoir d'achat, qu'ils aient une aisance. Je dis pas ça. Je dis que ça, c'est quand même une belle mesure, je trouve, qu'on peut saluer quand on voit ce qui se passe chez nos voisins. À quoi joue Marine Le Pen? C'est notre deuxième thème. Il est consacré à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. L'Assemblée nationale a adopté jeudi un texte visant à inscrire ce droit dans la Constitution. L'occasion pour la finaliste à la présidentielle d'afficher sa nouvelle position sur le sujet. Écoutez-la. Je vous propose une solution qui normalement devrait plaire à l'intégralité de cet hémicycle et qui consiste à constitutionnaliser la loi Veil telle qu'elle existe actuellement. Comme ça, l'on est sûr qu'il n'y aura pas dans votre esprit de régression et nous sommes sûrs, nous, qu'il n'y aura pas une augmentation inconsidérée des délais contre lesquels nous sommes et vous le savez.
Cette interview que je vous soumets, les amis, interview accordée au JDD le 13 novembre. Nous ne sommes pas les États-Unis. Aucune formation politique en France ne réclame la suppression de ce droit. Je ne comprends pas bien, du coup, à quel danger doit répondre cette demande de constitutionnalisation. C'est une certaine Marine Le Pen qui a accordé cette interview au JDD. Qu'est-ce qui a changé en 2 semaines, Jean-Luc? Elle a beaucoup louvoyé. C'est vrai que quand il y a eu les mouvements, elle n'a pas été fer de lance de la manif pour tous, à titre personnel. Elle ne s'est pas autant investie dans ce mouvement-là que d'autres dans son propre parti ou à droite, ou dans la droite classique. Mais elle a beaucoup louvoyé. Quand on demande dans son entourage, les mots qui viennent, c'est pas engagement, c'est habileté, astuce, etc. pour essayer, en gros, de gêner la France insoumise sur ce terrain. Ce que vous dites, c'est que c'est un coup tactique, là, ce qu'on voit, le revirement de position. Oui, mais sur un fond qui est sans doute pas hostile fondamentalement à cette loi personnellement chez Marine Le Pen. Ça, je le crois. En revanche, du point de vue du parti, c'est des évolutions et elles sont essentiellement tactiques. Mais ce qui est assez frappant là-dessus, je trouve... moi, l'évolution de Marine Le Pen m'intéresse, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est de voir que les vrais réactionnaires, les vrais rétrogrades, aujourd'hui, ils sont à LR. Et ils s'expriment ils s'expriment à LR. C'est-à-dire que sur ces questions-là, il y a une... Pas tous, naturellement, mais il y a une fraction là où, quand même, on sent que la ligne politique sur ces questions sociétales, elle est plus fixée par le PUSDI que par la ligne familiale. Pardon, mais c'est le Rassemblement national hier qui vote contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Les gros bataillons viennent du RN. Mais c'est... Donc LR, finalement, il y a plus de gens... Je me permets de dire, dans cette maison, c'est le président Larcher qui dit c'est inutile, malgré le contexte international. Ce sont des élus LR qui disent il n'en est pas question, ça sert à rien, etc. C'est que le RN est plus progressiste aujourd'hui. Non, mais je ne vais pas dire, dire que le RN est progressiste, c'est trouver que les Amish sont modernistes. Ça n'a pas de sens. Non, mais ce que vous dites, et vous avez raison, c'est que Marine Le Pen essaie de se rendre normale et attractive sur tout l'ensemble de la gauche, de la droite, et que les LR courent après Marine Le Pen. Donc du coup, il y a une sorte de croisement des courbes avec les Républicains qui vont sur les terres de Marine Le Pen avec des thèses très identitaires, très nationalistes, et la question de l'immigration, la question de la sécurité en permanence, et Marine Le Pen qui, elle, va sur la gauche pour essayer de séduire un électorat. Elle est en campagne permanente, Marine Le Pen. Pour aller au fond, et je termine, c'est que, d'ailleurs, c'est assez significatif. Quelles sont les manifestations les plus réactionnaires qu'on a eu dans ce pays? C'est sans doute la manif pour tous. On peut être d'accord ou pas avec, mais c'est une manifestation réactionnaire. Le cœur de la manif pour tous, les cadres de la manif pour tous, ils n'ont pas fait la campagne de Marine Le Pen, ils ont fait la campagne de François Fillon. Et d'Éric Zemmour. Et d'Éric Zemmour. On va resserrer avec un nouveau duel sur ce plateau avec cette question. Marine Le Pen est-elle devenue ou est-elle sincèrement féministe? 2 invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. D'un côté, il y a Astrid, de l'autre encore Marie-Virginie. On va commencer avec vous, Astrid, 45 secondes. Expliquez-nous pourquoi Marine Le Pen, non, elle n'a pas vraiment changé en fait. Je crois que sur l'avortement, il faut de la constance. C'est quand même un sacré droit que Simone Veil nous a offert. Et en 2012, c'était il n'y a pas si longtemps, Marine Le Pen disait « Les avortements, il y en a trop en France, ce sont des avortements de confort et je souhaite les dérembourser ». Elle n'a pas dit ça une fois comme une gaffe, elle l'a dit à plusieurs reprises, c'était son programme de la campagne de 2012. Évidemment, aujourd'hui, qu'elle voit qu'elle est de plus en plus proche du pouvoir et que la plupart des Français sont pour l'avortement, elle change, comme d'habitude, de stratégie de pied. La preuve encore, c'est que une semaine avant ce texte, dans le JDD que vous citiez tout à l'heure, elle disait « Non, ce n'est absolument pas la peine de constitutionnaliser l'avortement », avec un argument que je trouve assez fallacieux et que Jordan Bardella utilise aussi, qui dit, je vais juste finir ma phrase si vous me le permettez, qui dit personne dans ce pays ne veut remettre en cause l'IVG. Enfin, il pourrait très bien dire nous ne voulons pas remettre en cause l'IVG. La nuance est assez intéressante et ils ne le font pas. Donc moi, Astrid. Ah pardon, j'arrête. Marie-Virginie, c'est à vous, 45 secondes pour vous. Marine Le Pen est sincère. Alors, je vais quand même dire que l'IVG dans la Constitution, c'est la dédiabolisation du Rassemblement national par la preuve. Moi, ma conviction profonde, c'est que c'est le groupe du Rassemblement national qui n'est pas prêt. Mais je pense qu'elle a un talent
c'est quand même de saisir ce qu'il y a dans l'air du temps. Et elle a bien compris que ce sujet de l'IVG, mais plus largement du sujet des femmes au pouvoir, de femmes dans les partis politiques, c'était un sujet qui était important. J'ai eu l'occasion de la rencontrer quand j'ai écrit mon livre Femmes dirigeantes. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, moi, j'en parle jamais parce que je m'y autorisais pas jusqu'à présent. Mais moi, je suis mère célibataire de 2 enfants. Et quand je les ai eus, je peux vous dire qu'être en politique, je pleurnichais tous les matins avant de les quitter. C'est pas du misérabilisme, etc. Mais je pense que profondément, être femme en politique, c'est quelque chose qui la touche et donc qui la relie à ce sujet. Sauf qu'hier, pardon, Marine Le Pen n'a pas voté pour le droit à l'IVG dans la Constitution, donc c'est quand même un peu une forme d'hypocrisie. Elle s'est portée pâle parce que justement, son groupe est tellement divisé sur le sujet. Il est contre. La moitié est contre. Oui, voilà. Mais au final, les gens ne vont pas retenir le vote de Marine Le Pen. Ils vont retenir les dernières positions de Marine Le Pen. Mais il y a une habileté chez Marine Le Pen qui est assez sidérante et qui est d'ailleurs glace, je pense, l'ensemble des bancs de l'hémicycle parce que elle arrive dans un moment comme celui-là à devenir une personnalité politique centrale sur la question de l'IVG, ce qui paraît totalement délirant. Et il y a un très bel édito hier de Thomas Legrand dans Libération qui rappelle que effectivement, elle est quand même cette femme politique qui a joué sur la communication. Vous le rappeliez, femme célibataire vivant avec une de ses amies en colocation, avec ses chats, etc. Et bientôt, elle sera sur la Gay Pride, sur les chars de la Gay Pride. Enfin, c'est complètement lunaire ce qui se passe effectivement autour de Marine Le Pen. Mais il faut aller au-delà de la surface. Sur les sympathisants et militants du Rassemblement national. Je ne sais pas, mais il faut quand même se dire quand même une chose, c'est que l'extrême droite reste l'extrême droite. Marine Le Pen reste une femme politique d'extrême droite. Il s'agit de bien regarder ce qui se passe dans son programme politique, l'obsession permanente qu'elle a des étrangers, l'obsession permanente qu'elle a de vouloir opposer des individus avec des individus, de créer un monde de tension entre des populations. Donc, pas de normalisation pour vous avec certaines nouvelles positions de Marine Le Pen. Il faut rappeler quand même que sur la question, et je finis là-dessus, mais sur la question des droits des femmes, c'est l'ami de Giorgia Meloni, c'est l'ami de Trump, c'est l'ami de Orban et c'est l'ami de Bolsonaro. Les droits des femmes ont régressé dans ces pays-là. Elles se revendiquent de ces pays-là, de ces régimes-là. Non, mais pas de normalisation avec. Je suis d'accord. Il n'y a aucune normalisation. Il y a un jeu d'habileté et de posture. Mais ce qui est assez frappant, vous dites, c'est quel effet sur les électeurs. Moi, je suis de ceux qui pensent que le moteur des électeurs du Rassemblement national, ce n'est pas une question fondamentalement sociétale ou réactionnaire. C'est une question d'errance sociale, de déclassement. C'est plus proche de la logique des gilets jaunes que de réactionnaires. C'est pour ça que je dis que c'est assez intéressant de voir que les vrais réactionnaires se restructurent ailleurs. Si vous voulez, autant le début du lepénisme, c'est sur les questions de société, c'est Le Pen et le sida, c'est toutes les saloperies, excusez-moi les expressions, qui ont été dites à cette époque-là et qui étaient un tout petit corps de la population qui haïssait les Arabes, les PD, les Juifs, etc. Donc on était dans cette logique-là. On ne peut pas dire que l'électorat du RN, quand on le regarde aujourd'hui, dans sa masse, il n'est mu que par ça. Il y en a, évidemment, comme dirait l'autre, mais il n'y a pas que ça. Et ceux qui sont d'ailleurs les plus virulents là-dessus n'acceptent pas la posture du Rassemblement national. C'est ce qui donne naissance à Zemmour. Moi, j'ai toujours pensé que le début du FN, c'était l'idée qu'il y a des Français qui avaient envie du diable et donc la dédiabolisation en politique posait un problème. C'est pour ça que d'un seul coup, il y a un nouveau Satan qui apparaît, c'est Zemmour, et qui prend cet espace politique-là. Donc aucun effet, selon vous, sur les électeurs du RN, ces nouvelles positions. Bon, on va avancer. Pourquoi tant de haine? C'est un autre thème. La guerre entre Paris et les provinces a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Cette semaine avait lieu le traditionnel congrès des maires, congrès que vous avez pu suivre bien évidemment sur notre antenne, et on a notamment pu entendre ça. Écoutez. La vérité, c'est qu'on n'a jamais connu une situation aussi difficile pour les collectivités territoriales dans notre pays et qu'il faut trouver des réponses. Et manifestement aujourd'hui, au moment où je m'exprime, peut-être que ça changera dans les jours à venir, le gouvernement n'a pas pris la mesure, il n'a pas compris l'enjeu. Pierre, des maires qui tapent sur le gouvernement, rien de neuf?
Oui, Astrid le rappelait, hein, un des problèmes d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a jamais eu l'expérience d'un élu local. Et le fait est que le bilan du premier quinquennat, ça a été quand même l'absence de concertation des élus locaux, l'absence de concertation des partenaires sociaux, l'absence de concertation même avec les parlementaires, donc l'absence de démocratie d'une manière générale. Donc les réalités du terrain, celles qui sont connues des élus locaux et des maires notamment, qui sont les premiers interlocuteurs des citoyens, parce que dès qu'on a un problème de chômage, d'emploi, un problème de logement, un problème de santé, on va voir qui? On va voir le maire. C'est eux qui reçoivent à peu près toutes les doléances des citoyens. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont Emmanuel Macron n'a pas conscience. J'ai cru, on a pu espérer à un moment donné qu'il a voulu changer de méthode, qu'il a voulu aller voir les élus locaux, il s'est présenté, il est allé les voir, il les a reçus, mais on n'a pas le sentiment que ça a été suivi des faits. Et d'ailleurs, vous voyez la réforme quand on revient sur la réforme de l'assurance chômage, il pense les choses à l'échelle nationale. Et j'entendais un député dire quelque chose de très juste, il disait, mais le problème du chômage, c'est que si vous augmentez le nombre de chômeurs dans le Sud et qu'en même temps ça régresse en Bretagne, par exemple, effectivement, le niveau fait qu'on est satisfait, que la situation du chômage va bien, et donc du coup on va réduire les indemnités chômage pour les Français. Sauf que non, la réalité, elle est dans les territoires, elle n'est pas la même à Vous avez Paris. dit vos territoires. Oui, territoire, faut pas dire. Faut pas dire Sur Public Sénat, vous avez le droit. C'est le seul droit. Ça va. Je viens des territoires, je suis un provincial du Alors justement, donc, plus généralement, toutes ces questions autour de décentralisation, pas décentralisation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux mondes aujourd'hui, deux réalités différentes entre Paris, la vie à Paris et la vie dans les provinces? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je vais vous donner un seul chiffre. Vous savez, ces boîtes de la tech qu'on appelle le French Tech 120, c'est les 120 entreprises les plus performantes dans la nouvelle économie sur lesquelles on parie pour demain. Et bien, sur ces 120 entreprises, il y en a 82% qui sont à Paris et qui concentrent donc l'intégralité des investissements. Les fonds d'investissement, je parle juste à l'échelle de la France parce que c'est plutôt un sujet européen, voire mondial. Mais donc, ça veut dire que les fonds d'investissement, ils sont tous à Paris. Et les boîtes de la nouvelle économie qui seront, aujourd'hui elles sont dans cet indicateur-là, mais demain, ça sera les entreprises du CAC 40, elles sont encore à Paris. Et c'est très rare d'avoir le pouvoir, pardonnez-moi, mais il est maintenant plus dans l'entreprise que dans le politique. On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure quand on parlait du salaire des dirigeants. Ouais. Je veux dire, un politique, il n'a pas grand-chose à faire pour convaincre un dirigeant de redistribuer la valeur. C'est le dirigeant lui-même qui choisira. De la même façon que quand on crée de l'emploi, c'est quand même le chef d'entreprise qui choisit et qui décide du nombre de personnes qu'il va pouvoir employer. Donc oui, il y a encore deux mondes et je pense que le monde qui se construit demain est encore moins décentralisé que le monde qui s'est construit jusqu'à présent. J'ai cru que le Covid était passé par là, qu'il y avait une envie de province qu'il n'y avait pas forcément avant et que la province, entre guillemets, était redevenue cool. On a vu tous ces gens partir en province pour le télétravail. Est-ce que cette rupture, elle a encore un sens aujourd'hui, Astrid? Moi, je crois qu'il y a une envie, en effet, des franciliens de quitter, tous les sondages le disent, la région qui est saturée, qui est extrêmement chère. La vie n'est pas rose à Paris. En revanche, et à l'inverse, à côté de ça, on a des provinces qui sont dépeuplées, on a des déserts médicaux, on a des centres-villes qui se meurent et des magnifiques villes moyennes partout dans les territoires. Donc clairement, moi je pense que la prochaine étape de décentralisation, de déconcentration, elle n'est pas politique, elle est populaire, elle est de peuplement. Je pense que, et ce que vous dites sur la tech est assez inquiétant, parce qu'en plus ce sont des entreprises que j'imagine on peut facilement dématérialiser. Aujourd'hui avec le télétravail, avec il n'y a pas besoin d'être tous agglutinés dans des grandes tours à La Défense ou en Seine-Saint-Denis, c'est absolument plus nécessaire. Donc je crois que c'est plus cette impulsion-là politique qu'il faut donner, parce que les gens n'attendent que ça. Et c'est comme ça qu'on va créer, repeupler la France et créer de l'attraction dans ces territoires qui essayent tant bien que mal de retenir des médecins à la retraite. Mais s'il n'y a pas une énergie et que tout le monde y va, entre guillemets, on n'y arrivera pas. Jean-Luc, il vient d'où ce conflit Paris-Province? Est-ce qu'il s'accentue aussi? C'est une question très difficile. Oui, non, mais on a un système qui multiplie les inégalités territoriales en réalité. Parce que vous avez un problème Paris-Province, mais vous avez aussi un problème métropole, milieux ruraux. Donc on voit bien qu'on est dans une difficulté globale. En réalité, depuis des dizaines d'années, on parle girondin et on agit jacobin. Voilà. Et quand Macron arrive, il dit « je suis Jupiter ». Quand on connaît un peu la mythologie, Jupiter, il déléguait pas des masses, hein, il était quand même assez autoritaire, c'était pas un décentralisateur. Donc c'est pas dans la fibre profonde, en plus, d'Emmanuel Macron. Il va le faire, le dialogue avec les maires, contraint par les gilets jaunes, par la crise. Mais on vit dans une folie absolue là-dessus. C'est-à-dire que c'est un des éléments qui fait qu'on est moins compétitif
que d'autres pays. Alors on cite toujours l'Allemagne qui a une histoire différente. Le fait d'être moins décentralisé. Mais naturellement. Enfin, quand vous, en France, moi j'ai souvent, en plaisanterie, je dis, quand vous passez devant un ministère et que vous entendez un hurlement, c'est un haut fonctionnaire qui vient d'entendre le mot décentralisation. Parce que les types ne veulent pas le faire. Ils se disent, mais enfin, je me suis emmerdé pendant 10 ans pour réussir l'ENA. Et vous voulez que ce soit un plouc là-bas, dans sa région, qui décide à ma place. Il y a une question presque égotique dans la haute administration là-dessus. Et puis cette conviction qu'ils font mieux et qui amène à un État qui est un État obèse. Mais je prends un exemple. Prenez Pôle emploi. L'idée que Pôle emploi soit dirigé nationalement est une folie. C'est une folie. Les attitudes, les pratiques de Pôle emploi... Elles doivent... Alors, il doit y avoir des règles nationales, naturellement. Non, mais il n'est pas question de déstructurer. Évidemment, il y a un cadre. Les droits, les trucs doivent être les mêmes. Je ne discute évidemment pas de ça. Mais enfin, c'est quand même au niveau du bassin d'emploi qu'on connaît mieux les réalités, qu'on peut mieux travailler avec les employeurs pour régler ça. Or, on ne le fait pas. Vous êtes très jeune, Jean-Luc, mais j'ai l'impression qu'on entend ça depuis 40 ans. Il faut décentraliser, il faut des nouvelles lois. Oui, c'est ce que je disais. On parle girondin et on agit jacobin. Est-ce qu'on pourrait mettre des ministères dans les, je sais pas, dans les territoires pour... Là, on évoque les territoires comme si on n'était que cette France métropolitaine, mais on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer. C'est une catastrophe. La question de l'accès à l'eau potable, la question de l'accès à des soins, la question de l'accès à l'alimentation, à une vie très chère dans les territoires d'outre-mer, c'est une catastrophe. Là, c'est explosif ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe en Guyane, en Martinique. On ne le traite pas, on ne le suit pas. Et ça dit quelque chose de notre propre déconnexion aussi avec ce qui se passe dans les territoires depuis Paris, mais aussi de la déconnexion d'Emmanuel Macron et de son gouvernement sur la manière dont il faudrait conduire les politiques aujourd'hui. Et puis il y a encore une autre chose, c'est que je pense que l'échelle de décision doit revenir au plus près des citoyens. Et donc plus elle se rapproche des citoyens, plus les citoyens se sentent partie prenante des décisions qui sont prises, et surtout engagés sur des directions politiques. Je prends un exemple. La Californie, c'est pas une ville, mais la Californie, c'est un territoire au sein des États-Unis. Et ben, en quelques années, ils ont réussi, compte tenu du défi climatique, à faire de cette ville une ville 100% renouvelable. Bon, c'est pas l'État américain, c'est un fonctionnement différent. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les régions, les villes, les départements ont un rôle à jouer dans les grands défis qui sont les nôtres aujourd'hui. La question de l'alimentation, la question du réchauffement climatique, ce ne peut pas être des choses qui sont décidées, pilotées depuis là-haut. La question des déserts médicaux, comme l'a rappelé Astrid, il faut avoir conscience des réalités locales. Les écoles qui ferment, c'est aussi une réalité que vivent les élus locaux, auxquels ils sont confrontés en permanence. Dans les campagnes, les élus se battent en permanence pour essayer de maintenir des écoles ouvertes, maintenir des hôpitaux. Vous parlez de déconnexion, Pierre, notamment d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça a à voir peut-être avec l'origine de nos dirigeants? Alors, De Gaulle, Pompidou étaient issus des territoires. Après, on est passé à Hollande, Sarko, qui était... Hollande, je crois que c'est Neuilly-sur-Seine. Sarko a été maire de Neuilly-sur-Seine. Emmanuel Macron, il vient d'Amiens. Il vient des territoires, en théorie, non? Je ne sais pas comment... Je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est pas parce qu'on... C'est pas l'origine sociale qui détermine la politique. Non, c'est pas parce qu'on est bourgeois qu'on ne peut pas défendre les catégories populaires et inversement. Donc, non, pas du tout. En revanche, et je trouve d'ailleurs qu'il y a des élus locaux merveilleux sur le territoire. Heureusement qu'ils sont là, je vais vous dire. Moi, j'étais récemment à Châteaudun, j'ai rencontré des maires de communes de 100 habitants qui me disaient « J'ai tellement plus d'argent dans ma commune que j'ai divisé par 2 mon indemnité, il se payait 300 €. » J'ai halluciné, moi, étant à Paris souvent. Je dis « Mais bravo, merci à vous de faire ça. » Donc, je crois que heureusement qu'on a des élus locaux, à commencer par les maires et les adjoints aux maires, etc. En revanche, je crois qu'il y a aussi un millefeuille. Les Français n'y comprennent plus rien entre l'interco, le département, la région, tous ces vice-présidents qui ont des chauffeurs, qui ont chacun des petites attributions. Xavier Bertrand, il le dit très bien dans le Nord sur l'emploi, il dit un entrepreneur, il arrive, il ne sait pas à qui s'adresser, il ne comprend rien. Moi-même, je ne saurais pas quoi faire. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut enlever un petit peu du millefeuille. Et en revanche, garder au contraire ces territoires-là et donner du pouvoir aux élus locaux, c'est très important. Mais très rapidement. Non, sur les élus locaux, ce que disait Léniel, je ne l'avais pas entendu depuis un quart de siècle. On l'entend tous les ans, André Léniel. D'accord, mais parce que j'étais inattentif. Ce qu'il dit est vrai, il y a une question de finances. L'État prend des décisions. Je prends l'exemple, le RSA, 4% d'augmentation. Bravo, il faut augmenter le RSA, c'est très bien. Et il dit, j'en assume 2%. Qui doit assumer les 2% restants ? Les départements, dans des départements comme le Nord, c'est des sommes qui sont considérables. Il les trouve où ? Et en plus,
ils n'ont pas la main sur la fiscalité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas décider d'augmenter ou d'ajouter une taxe. Donc on est dans ces systèmes, c'est ubuesque ça. On passe à une rubrique que vous aimez bien, Jean-Luc, la rubrique fake news ou pas. Je vous donne une info, quelque chose qui ressemble à une info, et vous me dites si c'est vrai ou si c'est fake. On va partir aux États-Unis, où nos amis américains fêtaient cette semaine Thanksgiving, et la tradition, c'est de manger une dinde farcie. Joe Biden, dans son extrême bonté, a accordé une grâce présidentielle à 2 dindes. Les noms de ces dindes, c'est Chip et Chocolate. Elles ont eu la vie sauve grâce au bon vieux Joe. Est-ce que c'est une fake news ou pas? On commence avec vous, Pierre, c'est une fake news? Non, c'est tout à fait vrai, je crois. Pourquoi vous dites ça? Vous me testez, pourquoi c'est vrai? Je vous teste. Non, je crois qu'effectivement, il y a de tradition aux États-Unis de sauver la peau de certaines de ces petites bêtes. Marie-Virginie, oui. Je trouve que le mensonge est tellement bien construit que c'est vrai. Bon, c'est vrai. On ne peut pas inventer chips and choke pour des dindes. Et c'est ça, c'est vrai. Il l'a fait à l'occasion d'une cérémonie organisée chaque année à la Maison-Blanche. On parle de la Coupe du Monde au Qatar. Le Qatar où plusieurs centaines de supporters ont été arrêtés, les amis, pour avoir célébré un but contre l'équipe nationale qatari. Les faits se sont produits à l'occasion du match d'ouverture Qatar-Équateur. Je vous rappelle que l'Équateur a remporté le match 2-0. Fake news ou pas, Jean-Luc? Oui, je pense que c'est une fake news, mais ils en seraient bien capables. Oh, et donc quoi? C'est fake news ou pas? Oui, je pense que c'est pas vrai. Vous êtes dans le en même temps. Selon moi, ils n'ont pas été jusqu'à arrêter des gens qui manifestaient, mais c'est pas l'envie qui doit leur manquer, et c'est pas possible qu'ils passent aux actes. Moi, je dirais vrai. Ouais. Bah non, c'est fake. C'est fake. C'est une fausse information de nos amis du Gorafi. On va partir au Brésil, les suites de l'élection présidentielle remportée par Lula. Les élections ont eu lieu il y a 1 mois, mais dans la ville de Porto Alegre, des partisans de Jair Bolsonaro se sont réunis pour demander aux extraterrestres de sauver leur pays. Ils ont notamment fait des signaux avec la lumière de leur téléphone portable en direction du ciel. Astrid, vous dites que c'est une fake news? Je sais plus là. Vous parlez tellement vite, j'arrive pas à savoir. Je dirais oui. Des partisans de Bolsonaro qui demandent aux extraterrestres de sauver leur pays. Ça vous paraît vrai? Non, c'est vrai. Faux. Ça pourrait être totalement vrai, oui, je crois. Oui. Ouais, moi aussi. C'est une vraie information. Oh là là, oui, bien sûr. J'arrive pas à jouer à ce nouveau jeu, là, je suis désolée. C'est une vraie information. Plus c'est gros, plus c'est vrai. Oui, voilà. Les partisans de Bolsonaro qui refusent d'admettre toujours la défaite de leur candidat. Peut-être qu'on va voir les images? Ou pas? Voilà, c'est vrai que carrément. quand on les voit, on se dit que c'est pas mal que Lula allait emporter, finalement. Retour en France, la France insoumise doit-elle lâcher le soldat Quatennens? Cette semaine, l'épouse du député Adrien Quatennens s'est pour la première fois exprimée publiquement. Elle l'a accusé de violences anciennes et répétées. Le député du Nord dément ces accusations, mais alors que son retour était envisagé à l'Assemblée nationale, ça se complique peut-être un peu à gauche. Écoutez. Aujourd'hui, je pense qu'Adrien Quatennens ne peut pas revenir à l'Assemblée. Et j'invite la justice à travailler rapidement et à instruire ce cas. Céline Quatennens, en tant que femme, doit être entendue, respectée, et l'AFI doit entendre ses paroles. Il y aura une discussion dans laquelle sans doute l'ensemble des positions seront décidées. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire d'autre qu'à ce stade, je n'ai pas les éléments pour en juger. Moi, par ailleurs, un député, je n'appellerai pas à sa démission comme député. Moi, je défends le droit de révoquer les élus. C'est les électeurs qui doivent garder le contrôle de leurs élus. Alors, il pourrait démissionner, retourner devant les électeurs dans sa circonscription. Ça peut être une attitude qui est décidée de manière générale. Astrid, c'est la crise, la vraie, aujourd'hui à la NUPES? Total. Et surtout, 2 mois là-dessus, il faut quand même le faire. En termes politiquement, c'est quand même assez fort en termes de stratégie. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Moi, je trouve qu'en fait, ce n'est pas un communiqué de Céline Quatennens qui aurait dû les faire changer d'avis. Enfin, je veux dire, dès les premiers aveux d'Adrien Quatennens, il était très compliqué d'assumer quelqu'un qui a frappé sa femme Je vous redonne la parole, juste qu'on voit justement ce communiqué dont vous parlez. Céline Quatennens à l'AFP qui dit « Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales au cours de ces dernières années. J'ai voulu le divorce à 3 reprises. À chaque fois, sous la pression, je suis revenue en arrière. » En fait, moi, je ne peux pas aller sur le terrain juridique parce que je ne connais pas le dossier et il faudra attendre. Non, là, on est vraiment sur le terrain politique. Sur le terrain politique,
c'est intenable, on le voit bien, c'est un boulet qui leur traîne aux pieds. Alors, pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Ce que je trouve intéressant politiquement, c'est que la NUPES est en train de se diviser profondément là-dessus. Et Sandrine Rousseau, qu'on vient d'entendre chez les écolos, mais aussi Olivier Faure, qui a été extrêmement clair et qui a encore une fois mis la pression sur les insoumis cette semaine, sont en train de se désolidariser de cette attitude très mélenchonienne, du clanique, qui est qu'on se soutient quoi qu'il arrive, et qui, à mon avis, va leur porter tort en termes électoraux, puisque leur électorat est a priori féministe, et que de plus en plus d'électeurs qui arrivent sur le marché du vote, entre guillemets, sont féministes. Jean-Luc, qu'est-ce que ça vous inspire, ce nouveau rebondissement? Alors, ce n'est pas effectivement un rebondissement judiciaire, mais un rebondissement, disons, peut-être politique. D'abord, c'est que la France insoumise, de facto, a, le moins qu'on puisse dire, une communication, une attitude un peu calamiteuse sur le sujet. Pour essayer d'aller au-delà des simples faits, moi je trouve que c'est toujours dur d'agglomérer des cultures différentes. Et que souvent c'est dans la crise qu'on voit que ces cultures ont du mal à s'agglomérer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au sein de la NUPES, en réalité, le féminisme n'est pas constitutif. C'est quelque chose qui s'est ajouté, qui s'est aggloméré. Ce n'est pas la culture originelle. D'ailleurs, la gauche et le féminisme. C'est pas que la gauche. C'est naturellement. Non, mais cette question des violences faites aux femmes. Vous voyez bien comment elle transcende l'ensemble des courants politiques, toutes les familles politiques. Je suis d'accord avec vous. Alors que la gauche, on a fait une histoire publique. Je vais préciser. C'est quelque chose qui s'est aggloméré aux partis politiques. Ils ne sont pas nés, ils n'ont pas été structurés là-dessus. Simplement, eux en ont fait quelque chose d'extraordinairement vertueux et d'une volonté politique plus affirmée. Mais vous avez parfaitement raison. La réaction de Jean-Luc Mélenchon, elle est très significative au début de cette affaire. Il y a à la fois le côté, on réagit, réaction de vestiaire de foot, c'est un pote, je le défends. Réaction trotskiste, historique, je défends les camarades, parce que s'ils sont accusés par les autres, c'est sans doute que les autres ont tort et que le camarade a raison. Et ça va pas très bien avec l'exigence donnée par des Rousseau ou par des Clémentine Autain sur cette question-là. C'est plus que Jean-Luc Mélenchon, hein, c'est les hommes en général. C'est les hommes au sein de la gauche. Parce que les seuls qui parlent aujourd'hui, les seuls qui ont une voix dissonante, c'est quand même Clémentine Autain, Daniel Obono, et je crois qu'il y a une troisième députée femme qui ont commencé à dire que ça veut dire qu'il y a les hommes et les femmes d'un côté au sein de la France sur ce sujet. Fabien Roussel, quoi? Fabien Roussel, il a dit c'est inacceptable, dehors, enfin, il a été quand même très ferme. On peut revenir sur les sujets de violence sexistes et sexuelles aussi au sein du Parti communiste français. Il n'a pas eu non plus une attitude que vous mettiez Roussel dans sa féminité. C'est pour ça que je disais les hommes au sein de la France insoumise. Non, mais c'est intéressant de voir ça. Oui, mais on est. Enfin, j'ai pas de divergence avec ce qui vient d'être dit. Et donc c'est une difficulté et c'est intéressant parce que finalement la synthèse culturelle entre le courant féministe et les courants politiques traditionnels, c'est pas fait encore. Ça reste une affaire assez extérieure aux formations politiques. C'est étonnant parce que historiquement, le féminisme était à gauche, le féminisme était intégré au courant marxiste et socialiste. Donc, mais moi, intégré, je discute de ça avec vous. Hein. On est en train il était dedans, il se reconnaissait mieux là, il était mieux défendu par la gauche, c'est indiscutable. Intégré. Oui, non. Voilà, c'est le mot. Mais là, je trouve qu'on est quand même un peu en retard. Mais je trouve qu'il y a une question de moment, justement. C'est-à-dire que là, on est 4 ans après MeToo, qui a quand même été une révolution très forte pour toute la société. On est dans un moment où il y a, je sais pas, mais il y a le film Simone Veil là qui sort en ce moment, etc. C'est-à-dire que cette affaire-là, moi ça me dérange toujours le déballage privé quand il devient public, ça me gêne, c'est communiqué où on se dispute, etc. Bon, je trouve qu'on n'a pas à rentrer là-dedans. Et en même temps, c'est ce qui a permis aussi justement cette révolution d'émerger quand même, cette prise de parole publique de la méthode, dire les choses. Oui, c'est vrai. Mais la méthode, je pense qu'elle agace quand même toujours. Parce que c'est plus de la sphère privée quand il s'agit de viol, quand il s'agit de violence conjugale. Moi, si je me mettais à la place là, de la France insoumise aujourd'hui, je me dirais, quel est le coût le plus élevé? Est-ce que je vais me battre pour que Quatennens reste là où il est, ou est-ce que finalement le coût, il serait pas moins élevé que de prendre acte de l'époque dans laquelle on vit, qui est quand même post-2018, et de se dire, dans cette nouvelle époque, dans laquelle il y a une sensibilité, mais vraiment à chaud, sur tous les sujets
sujets, notamment de violences faites aux femmes, et d'ailleurs je crois qu'on est aujourd'hui, qu'on est dans la semaine de la violence, de la lutte contre la violence faite aux femmes, dans un contexte comme ça où l'opinion est tellement sensible, on ne peut pas se permettre d'aller contre. C'est-à-dire que, j'espère que Jean-Luc Madame ne contredira pas, mais on ne peut pas aller contre l'air du temps et contre ce qui est vraiment important pour les gens aujourd'hui. Juste, on va voir le communiqué de la France Insoumise à la suite de ces révélations, de ces nouvelles accusations. La France Insoumise qui dit « Une fois la décision de justice rendue, notre groupe décidera collectivement des suites à donner en son sein ». La question, elle est simple. Astrid, est-ce qu'il peut revenir vraiment? Est-ce qu'un député, même de manière générale, parce qu'il peut revenir en tant que non-inscrit, etc., mais est-ce qu'un député de manière générale qui reconnaît ces faits peut encore siéger à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Vous savez à quoi sert ce communiqué? Non. À gagner du temps. Ils sont très très embêtés et d'un point de vue stratégique, je trouve ça catastrophique parce qu'ils vont se retrouver le 13 décembre à devoir encore s'exprimer là-dessus. Mais bon, comme ils veulent, ils passent. Sachant qu'ils plaident coupables le 13 leur premier trimestre là-dessus. Non, mais d'autant plus. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais quand on a un parti politique qui a demandé démission après démission, Gérald Darmanin, Damien Abad, etc., de ne pas se l'appliquer dans ses propres rangs quand il y a des aveux, et non pas une affaire en cours. Je trouve que c'est pas tenable. Ensuite, moi, je trouve assez ironique de mettre en haut de son programme, notamment les violences faites aux femmes, c'est une chose, mais aussi la révocation des élus. C'est-à-dire, grand argument de la France Insoumise, quand on a fait une bêtise ou que les citoyens ne sont pas d'accord avec vous, vous retournez devant les électeurs avec une pétition, etc., et vous retournez aux urnes. Pourquoi Adrien Quatennens ne fait-il pas ça? Pierre. Ce serait un très bel exemple de leur programme, et de voir si les électeurs, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs. Parce qu'en fait, finalement, c'est à eux que revient cette décision-là. Pierre, pourquoi, justement, ils n'appliquent pas ce qu'ils préconisent? Est-ce que finalement, il y a un peu d'hypocrisie là, chez la France Insoumise? Alors, il y a plus que de l'hypocrisie. Je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur du moment parce que s'ils veulent être crédibles sur les propositions, vous disiez, il y a désunion, il y a malaise au sein de la NUPES, mais si vous regardez le programme sur la question des violences faites aux femmes, je veux dire, ça fait consensus à gauche. Je veux dire, le milliard sur la table, la formation des policiers, la création de logements pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales, etc. Tout ça fait consensus. Donc, sur le programme, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, je crois qu'il y a unanimité et c'est clair. En revanche, pour être crédible, il faut qu'il s'applique des dispositions et des méthodes et des processus qui soient aussi efficaces. Et là, en l'occurrence, déjà, je pense qu'avant même la dernière déclaration de Céline Quatennens, c'était compliqué pour Adrien Quatennens d'être à l'Assemblée, mais là, ça le devient d'autant plus. Donc, je pense qu'il faudrait une réponse claire et Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble de la France Insoumise aurait dû réagir très très vite après ce communiqué en disant il n'a plus sa place. Et la vie politique, elle est longue. Si la justice donne raison demain, eh ben, très bien, il reviendra en politique, Adrien Quatennens. Mais aujourd'hui, il faut croire la parole de Céline Quatennens. Et en plus, il va plaider coupable le 13 décembre, Adrien Quatennens. Donc il va être condamné, sans doute, je ne sais pas si c'est une condamnation. On va lui proposer une peine voilà. Et ensuite. Donc oui, il faut qu'il se retire. Le communiqué, il est baroque parce qu'il dit on va attendre la décision de justice, c'est-à-dire l'exact contraire de ce qu'ils disent depuis des mois. C'est-à-dire n'attendons pas les décisions de justice. La parole d'une femme victime est par nature une parole qu'il faut respecter, entendre et accepter dans son entièreté. Donc, et le parti doit délibérer avant même que la justice ne se saisisse. Donc on ne peut pas dire quand c'est les autres. Il faut que ce soit les partis doivent le faire et nous on le fait. Et quand on est en difficulté, je vais attendre la décision des juges. Là, il y a un truc qui est évidemment pas cohérent là-dessus. Quelque chose me dit qu'on reparlera de cette affaire dans les semaines qui viennent. Astrid, vous viendrez en reparler si vous le voulez bien. La Coupe du Monde au Qatar, ça fait pile une semaine qu'elle a commencé. Les critiques à son égard continuent. Cette semaine, les joueurs de la Mancha, l'équipe allemande, se sont couverts la bouche. Vous le voyez au moment de la photo officielle. Pour eux, les droits de l'homme ne sont pas négociables et en interdisant les joueurs de porter un brassard inclusif, la FIFA tente de censurer les critiques à l'égard du Qatar. Bon, pas sûr que ça impressionne vraiment le boss de la FIFA qui avait quelques jours plus tôt tensé ce qu'il appelle les hypocrites. Écoutez-le. We fight for human rights. Nous nous battons pour les droits humains. Nous obtenons des résultats dans nos combats pour les droits humains, beaucoup plus de résultats que les stupidités qui sont dites. C'est de l'hypocrisie de l'autre côté, lorsque vous prétendez avoir une morale et donner des leçons de morale aux autres, mais qu'en réalité, votre situation n'est peut-être pas si bonne non plus. Marie-Virginie, on a intitulé ce thème « Qatar, pourquoi tant de haine ?» Ma question, c'est est-ce que là, on est en plein Qatar bashing ou est-ce que finalement, depuis la Coupe du Monde en Russie, il y a quand même une évolution des mœurs ? On voit que non, quand même. En Russie, on voit qu'il n'y a pas eu d'évolution des mœurs. Donc, moi, je trouve que, d'abord, il n'aurait pas fallu faire la Coupe du Monde au Qatar et c'est une décision qui aurait dû être
prise bien avant, parce que sous couvert de dire on va faire progresser les pays sur les droits de l'homme, etc., en fait, on voit bien que ça ne se passe pas. Donc, ça ne sert à rien de fabriquer cette fausse excuse. La France, on est la nation des droits de l'homme, je crois. Et là, c'est l'Allemagne qui nous donne des leçons un peu sur le sujet. Pourquoi est-ce que nous, on ne fait rien ? J'espère sincèrement que l'équipe de France va trouver autre chose que de dire on fait des donations, enfin la FFF va dire autre chose que on va donner à des associations sur la protection des droits de l'homme, parce que les joueurs de foot aujourd'hui, c'est pas juste des joueurs de foot, c'est des icônes, c'est des symboles, et ils donnent l'exemple à des millions de jeunes. Mais pourquoi il y a autant de critiques ? Bon, il y a énormément de critiques au Qatar, mais pourquoi on les entend beaucoup plus que quand ça avait été organisé en Russie en 2018 ? Encore une fois, Poutine qui remet la Coupe du Monde devant les officiels, qui remet la Coupe du Monde aux joueurs. Quelque chose a changé dans la société, dans notre regard Je pense que sur ces compétitions internationales. Sur un des points problématiques, il y en a beaucoup de cette compétition, l'écologie. Je pense que, très clairement, et l'été qu'on vient de passer nous l'a montré, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus importante qu'il y a 4 ans, et encore plus que quand ça a été attribué. Donc ça, c'est la première des choses. Ça m'a amusé de voir le Conseil des ministres des enfants lundi avec Elisabeth Borne, où certains des enfants qui étaient là disaient c'est pas normal qu'on fasse des matchs de foot dans le désert climatisé. Donc ça choque énormément, ça. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a les droits de l'homme. Il y a les droits humains, exactement, les morts sur les chantiers, la pénalisation de l'homosexualité. Moi, j'aime bien, c'est en effet, que les politiques, en fait, s'emparent de cette question-là. Et je suis d'accord, je trouve qu'on pourrait voir des dirigeants, Gérald Darmanin y était, des dirigeants politiques français mettre le fameux brassard LGBT comme le font la Gérald ministre... Darmanin avec le brassard, par exemple. Je ne sais pas, la ministre de l'Intérieur, son homologue allemande l'a fait. Des dirigeants ou des anciens dirigeants des pays scandinaves le font. Ça, c'est très courageux et c'est leur rôle. Moi, je ne suis pas du tout d'accord sur les joueurs. Je trouve que déjà, on leur demande de très bien jouer au foot. Et c'est énorme. Et ils le font très bien. Moi, je les remercie pour ça. Ouais. Je trouve que ça doit être dans leur... C'est leur choix. Certains le font. Mais pour moi, c'est pas... on n'a pas à demander aux joueurs de faire ça. En revanche, les responsables politiques, oui, on leur demande d'affirmer des principes. Mais nous, on est très mal à l'aise en France, puisque c'est la justice enquête sur un fameux déjeuner de cette attribution et le rôle des politiques français à l'époque. Donc, justement, sur le rôle des politiques, Astrid, je vais vous montrer ce sondage du JDD. 63% des Français ne trouvent pas légitime qu'un membre du gouvernement se rende au Qatar pour la Coupe du Monde. Gérald Darmanin s'est rendu. Pourquoi c'est pas légitime qu'il se rende au Qatar, finalement ? C'est-à-dire que quand on joue... Il représente le pays, la France, qui vient jouer une Coupe du Monde, une Coupe internationale. Quand on joue au foot sur des cadavres, ça casse un peu l'ambiance quand même. Donc il y a 7000 morts quasiment, je crois, qui ont été révélés sur les chantiers des grandes infrastructures qui ont été construites au Qatar. Oui, ça casse l'ambiance et je pense qu'il y a un manque de courage absolu de la classe politique française sur ce sujet-là. Et en même temps, je dis manque de courage, mais on sait aussi que les intérêts de la France avec le Qatar sont énormes, sont nombreux. Je rappelle que le Qatar est propriétaire de beaucoup de lieux, beaucoup de clubs de foot en particulier d'ailleurs, et que donc du coup il y a des enjeux aussi politiques qui nous échappent, qui sont sans doute pas suffisamment dits, suffisamment su, et qui font que la diplomatie prime sur le courage politique parfois, et que c'est de ça dont souffre aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais là aussi, encore une fois, ça a été dit, mais ça sera dit, j'espère beaucoup. L'hypocrisie, elle est là aujourd'hui, on la voit aujourd'hui. Mais souvenez-vous, quand la France vend des armes à l'Arabie Saoudite, ça gêne personne que l'Arabie Saoudite tue le peuple yéménite. Et là aussi, ce que je veux dire, c'est que l'hypocrisie, elle est tout le temps, elle est partout. On va écouter la réponse. Emmanuel Macron vous a répondu. Vous allez l'entendre, Emmanuel Macron, sur les relations entre le sport et la politique. Il ne faut pas politiser le sport. Et la vocation, d'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut en toute honnêteté se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser. Jean-Luc, il croit vraiment à ce qu'il dit, Emmanuel Macron ? Il se défausse là. Et il a quelques raisons de le faire. C'est pas lui qui a décidé, ni lui qui a présidé aux conditions un peu particulières dans lesquelles l'attribution a eu lieu. Mais pour revenir, moi, quand j'ai vu l'intitulé de la question, j'ai eu un petit globe quand même. Vous avez été gêné. Mais oui, enfin, du bashing contre le Qatar. Mais enfin, on dit chaque jour un centième de ce qu'il faudrait dire sur la manière dont ce pays agit. Enfin, écoutez, les joueurs, ils jouent. On dit, vous avez vu, j'entendais l'autre fois à la télé, la pelouse est belle, mais avec quel engrais ? Avec le sang des 6000 types qu'on a tués, qu'on a pris pour des esclaves en le faisant. Donc vous avez parfaitement raison. On n'a rien à foutre là-bas.
On ne devait pas donner cette coupe à ces gens. Et comparer la Russie au Qatar, c'est pas tout à fait la même chose. La Russie, c'est loin d'être un exemple de démocratie, mais enfin, on n'est pas dans des déclarations officielles où on met les homosexuels en prison, où le droit des femmes est négligé, où on ne peut pas conduire sa voiture, où on déteste les juifs et on les accuse. Enfin, écoutez, c'est inacceptable. Et moi, personnellement, et cette hypocrisie qui dit qu'il ne faut pas politiser le sport, bah si, on le politise, le sport. D'ailleurs, on l'a toujours politisé. Quand on fait les relations sino-américaines avec le ping-pong, on le fait. Quand on fait le boycott héroïque de l'équipe de France de rugby qui a refusé pendant des années d'aller en Afrique du Sud sous l'apartheid, on faisait de la politique. Enfin, les sportifs, c'est pas des gens décérébrés et on dirait ah ben il faut faire de la politique, on peut en faire surtout sur la culture surtout, mais quand il s'agit de jouer au ping-pong ou au volleyball, il faut arrêter d'en faire, il faut arrêter de prendre les gens pour des couillons là-dessus. Astrid, le mot de la fin sur ce débat. Non, moi ça me rappelle, je trouve que c'est comparable à la Coupe du Monde de 78 en Argentine sous la dictature Videla, où en fait beaucoup de gens étaient choqués que la Coupe du Monde soit organisée dans une dictature militaire telle que celle-ci. Et les oppositions sur place disaient « merci de venir, parce que vous jetez la lumière sur ce qui est en train de se passer chez nous ». Et je crois que malgré tout, on parle du Qatar et de tous ces problèmes que vous avez parfaitement résumés, grâce aussi, entre guillemets, avec plein de guillemets, à cette compétition. Comme chaque semaine, on termine l'émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question très simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal? On va commencer avec vous, Marie-Virginie, c'est votre première. Allez-y, votre top, votre flop. Moi, je voudrais valoriser une femme, Sophie Adno, qui a été sélectionnée parmi 22 000 candidats, donc une Française, pour rejoindre l'agence spatiale européenne. Donc c'est la 11e Française, la 2e femme depuis Cody Ignoret, donc je voulais lui dire bravo. Et le flop? Et le flop, c'est l'inverse. C'est que dans ces fameuses entreprises du French Tech 120, il y a un quart d'entre elles qui comptent 0 femmes dans leur comité de direction. Et c'est dans les comités de direction qu'on exerce vraiment le pouvoir, donc 25% sur les entreprises de demain qui n'ont pas de femmes. Pierre, c'est à vous, votre top, votre flop. Eh ben, vous m'entendrez pas le dire souvent, mais mon top, c'est Aurore Berger, qui a retiré sa proposition de loi consistant à constitutionnaliser justement l'IVG au profit de la proposition de la France Insoumise. Et top parce que, elle met de côté ces clivages politiques qu'elle a avec la France Insoumise, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pour une espèce d'union un peu nationale, pas tout à fait nationale, puisque une partie de l'Assemblée n'aura pas voté ce texte, mais bon, je trouve ça tout à fait politiquement correct de sa part de l'avoir fait. Et je le dirai pas souvent. C'est enregistré. Et votre flop? Et le flop va à la justice, parce que c'est historique, je crois, depuis que la loi sur le droit de la presse existe, que la justice intercède dans un processus de reportage, d'investigation de Mediapart, qui enquête, vous le savez, sur le maire et les affaires de corruption et de chantage homophobe auprès de son adjoint, qui a donc vu la justice intercéder dans les affaires et dans le process journalistique de Mediapart, interdisant Mediapart à publier de nouvelles révélations qui n'ont rien à voir avec la vie privée, comme ça a pu être dit, et qui devraient pouvoir publier ces prochaines investigations. Astrid, votre top, votre flop? Alors moi, mon top, c'est pareil, c'est pas tout le temps, mais c'est Emmanuel Macron. Sur la question des violences faites aux femmes, c'est pareil, pas souvent. Oui, c'est pas souvent. Il manque beaucoup de choses, mais je dois dire que je sens une sorte d'inflexion, une sorte de changement très subtil chez lui, parce que vendredi, il a fait un grand déplacement à Dijon sur cette thématique-là. Toute la journée, il allait visiter une gendarmerie, des élèves formés. Il manque de milliards, il manque des places d'hébergement, mais malgré tout, je sens qu'il... Une inflexion. Il n'a pas envie de faire comme avant, aller visiter une demi-start-up avec 2 femmes dirigeantes. Et là, je pense qu'il comprend l'enjeu, et je l'espère que ça se traduira. On a vu aussi le 39-19 qui a augmenté. Votre flop? Mon flop, c'est les députés et le gouvernement, cette semaine à l'Assemblée, qui se sont tous, sur tous les groupes, accusés d'obstruction. Je trouve que ça commence à devenir un peu pathétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser l'autre de faire de l'obstruction quand on en a soi-même fait sur tous les autres textes. On est en train d'arriver à une tension à l'Assemblée que je trouve assez grave. Il y en a un qui a dit il va falloir se la fermer. Stop, quoi, en fait. S'ils sont fatigués, ils vous revoient les règles, mais c'est pas possible de diriger comme ça. Jean-Luc, vous êtes le sportif de la bande. Top, flop, c'est quoi? Oui, je reviens au foot. Top, l'équipe de foot d'Iran,
courage énorme de ces gens qui décident de ne pas chanter l'hymne national en solidarité avec les femmes iraniennes malgré la répression. Il faut du courage, comme quoi on peut jouer au ballon et avoir un cerveau. Le flop, à l'inverse, Noël Le Graët. Noël Le Graët qui tue... Alors lui, il pense pas qu'il y a du bashing, il pense qu'on est très excessif dans les critiques qui sont faites sur les gens qui sont morts en construisant les stades et qui, quand il voit une image, qu'on lui montre une image des conditions indignes dans lesquelles vivent les employés de l'hôtel dans lequel vont aller les Bleus, dit... C'est une histoire d'un coup de peinture, comme quoi on peut avoir parfois une petite balle à la place du cerveau. La séance est suspendue. Merci, cher Jean-Luc. Merci, Président Larcher. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci à vous. Derrière votre écran, on me crie dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Continuez à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.